Pierre Tadevin. Donc, on va passer à la communication suivante. Je crois que vous êtes obligé de nous quitter. Je le regrette parce que les deux orateurs qui suivent là sont des excellents orateurs, mais effectivement, on a une situation de crise ici. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bonne fin de réunion. Merci. Donc, Céline Pietini, je vous passe la main pour la modération. Oui, merci. Donc, je suis ravie de présenter le professeur Tristan Ferry, également infectiologue, mais cette fois-ci à Lyon, qui va nous parler des infections du site opératoire, mais plus particulièrement en chirurgie orthopédique, ce qui est un de ses domaines d'excellence, puisqu'il est reconnu au niveau international sur cette thématique. Un grand merci, Tristan, d'être là ce soir. Je te passe la parole. Merci beaucoup pour l'introduction et puis merci pour l'invitation. Merci aussi à l'Académie nationale de chirurgie de m'avoir proposé de la rejoindre en tant que membre. Je suis assez sensible à la proposition, d'autant plus que je ne suis pas chirurgien. Alors bien sûr, je dédie la plus grande partie de mon activité à la prise en charge infectieuse des patients en chirurgie orthopédique. Et c'est un plaisir pour moi d'essayer d'interagir avec les chirurgiens pour essayer de trouver des solutions pour ces patients, pour les guérir de l'infection et aussi pour essayer de conserver leur fonction. Donc on va parler des infections post-articulaires complexes, mais aussi de certaines situations simples. Et voir à quel point le système de centre de référence en France pour les infections articulaires complexes est un système qui peut être utile dans toutes les chirurgies, notamment les chirurgies avec implant. Donc, ce système de centre de référence des infections articulaires complexes, c'est une innovation, entre guillemets, d'organisation française, puisque c'est un réseau qui n'existe pas ailleurs dans le monde. La France a été innovante en 2009 pour créer ce réseau. Il est basé sur des centres dits de référence régionaux, qui est associé à des centres associés. Donc, ces centres sont répartis sur le territoire. Et les missions des centres de référence pour la prise en charge des infections articulaires complexes sont bien décrits dans cette instruction DGES. Ces centres se doivent de répondre aux demandes d'avis. On va voir comment on est organisé dans notre région. Ce centre se doit de prendre en charge des infections simples comme complexes. Je vais vous donner deux exemples d'infections simples qui donnent des idées de prise en charge multidisciplinaire. Ces centres doivent organiser des RCP, donc réunions de concertation pluridisciplinaires, et on va voir l'importance de la multidisciplinarité dans les infections post-opératoires, qu'elles soient orthopédiques ou non. Et ces centres ont pour vocation d'améliorer la filière de soins, donc c'est ce qui est commun à tous les centres, en sachant que les centres dits de référence doivent également promouvoir la recherche et l'enseignement sur ces thématiques. Donc les missions, l'expérience et les pratiques sont très variables en fait dans le domaine des infections osteoarticulaires. Théoriquement, tout patient atteint d'une infection osteoarticulaire complexe doit être pris en charge en centre de référence, ou en tout cas, on doit demander l'avis dans un centre de référence. Le principe, c'est qu'il y a peu d'infections, entre guillemets, complexes, mais le gros avantage, si on les concentre tous dans des centres de référence, on gagne en expertise, on gagne en qualité et puis on gagne en connaissance et en meilleure prise en charge de ces infections compliquées. Et lorsqu'on regarde le niveau d'expérience théorique et la fréquence des infections, effectivement, les infections les plus fréquentes sont dans toutes les structures. Ce qu'on demande en CRIWAC, c'est une prise en charge multidisciplinaire avec des RCP. Et il y a certains centres qui ne sont pas labellisés comme des CHU, et on a certains centres comme des centres hospitaliers généraux qui travaillent en fait de manière multidisciplinaire avec des RCP. Et on a aussi des structures privées qui travaillent de manière multidisciplinaire. On a aussi des chirurgiens qui sont plus isolés, qui n'ont pas forcément de correspondants facilement dérangeables. Et en fait, bien sûr, il y a une variabilité dans tout ça. Il y a des CRIWAC qui sont plus performants que d'autres, des CHU non labellisés plus performants que d'autres, et des centres non labellisés plus performants que d'autres. L'idée, c'est de personnaliser l'approche dans les infections articulaires. Pourquoi ? Parce que le patient a besoin, dans le cadre de l'infection, d'une chirurgie adaptée et optimale, et en fonction de la chirurgie qui va être réalisée, ça peut influencer le pronostic. Et cette chirurgie doit se faire en commun accord avec un diagnostic
microbiologiques, donc avec des prélèvements péropératoires, et c'est important de se donner toutes les chances pour documenter l'infection. Donc travailler avec une équipe de microbiologie compétente, parce qu'en fait, en fonction de la manière dont ces prélèvements vont être techniqués, ça peut donner une réponse déterminante pour la prise en charge du patient. Et bien sûr, une antibiothérapie. Donc, on a parlé un petit peu d'antibiothérapie probabiliste qui doit être juste, entre guillemets, et puis surtout une antibiothérapie ciblée et optimale, puisqu'on va voir certaines situations cliniques où le fait de mettre ou non certains antibiotiques et aussi la durée peut changer le pronostic du patient. En fait, toutes ces chirurgies, tous ces traitements sont liés. Si la chirurgie, on peut décider d'une chirurgie moins optimale pour le traitement de l'infection, parce que la fonction en a besoin, et ça a un retentissement sur l'antibiothérapie. Et en fait, c'est tout cet ensemble qui fait sens et qui va ensemble, et qui en fait ces fameuses réunions de concertation pluridisciplinaires. Donc à Lyon, comme dans les autres CRIWAC, on a développé ces RCP au lit du malade, et c'est très important pour nous de voir les patients ensemble. J'ai énormément appris en chirurgie en côtoyant mes collègues chirurgiens, et mes collègues chirurgiens sont très sensibles également à l'infection, et en fait, l'idée est aussi de voir les patients avant leur prise en charge pour décider ensemble de quelle pourrait être la meilleure prise en charge. Et maintenant, on pourrait plus se passer de travailler ensemble. Alors c'est aussi une aventure humaine, hein. Faut aussi que les gens s'entendent, et c'est un élément clé également. Et l'idée, c'est que si on arrive à tout optimiser, à se comprendre et à choisir la meilleure stratégie pour le patient, bah, évidemment, c'est d'envisager une éradication de la bactérie, donc une guérison, et parfois d'accepter que le patient ne puisse pas guérir pour conserver la fonction. Donc, un cas clinique très très simple, hein, ça c'est type de situation clinique absolument commune. Une patiente de 57 ans, on lui pose une prothèse totale de genou du côté droit pour une arthrose, et elle cicatrise bien initialement, et à 5 semaines, elle contacte son chirurgien pour un écoulement cicatriciel, une cicatrice douloureuse. Vous voyez une petite dermohypodermite à la partie proximale et distale de la cicatrice. Donc, quel est le cadre nosologique? On parle d'ISO. On est face à un incident cicatriciel. Est-ce que c'est une ISO superficielle ou une ISO profonde? Et en fait, le diagnostic, le traitement et le pronostic sont complètement différentes. Donc, on peut jouer en traitement avec la plume ou le plomb. La plume ou l'autruche, prescrire des antibiotiques et lui demander de revenir 15 jours plus tard, mais peut-être qu'on va perdre du temps si c'est une infection profonde. Le plomb consisterait à d'emblée faire une reprise chirurgicale profonde, mais faire une arthrotomie lavage par excès, et c'est dangereux en fait, parce qu'on risque d'inoculer une bactérie chez une patiente qui n'en a pas. Donc méconnaître une ISO profonde peut être catastrophique, et en même temps réaliser par excès une chirurgie de reprise, c'est pas sans risque non plus. S'il existe une infection de prothèse sous-jacente, il existe une réelle indication de faire une arthrotomie, synovectomie, lavage, avec changement des pièces mobiles. Et en fait, c'est une course contre la montre. Pourquoi? Parce que si on réalise tardivement cette chirurgie par rapport à l'implantation de la prothèse, alors chez cette patiente, on était déjà à la 5e semaine, mais vous voyez que si on joue l'autruche, et si finalement il faut qu'on opère cette patiente plus tard, on impacte son pronostic et la survie de cette prothèse. Pourquoi? Parce que les bactéries ont la capacité à produire donc du biofilm et à persister de manière définitive sur un implant une fois que l'infection est constituée depuis plusieurs semaines. Donc en fait, cette situation, c'était une urgence diagnostique. Dans ces recos HAS, on parle de ces incidents cicatriciels qui sont une urgence diagnostique et non pas une urgence thérapeutique. Et ce qui est préconisé, c'est de faire une ponction articulaire. Donc chez cette patiente, ce qu'on a décidé, parce qu'on voit ce type de patient, on discute ensemble, c'est de faire une réfection de la cicatrice au bloc opératoire. C'est un probable granulome sur un fil avec une petite dermohypodermite. Il n'y avait pas de communication avec le plan profond. Il n'y a pas d'indication de faire de prélèvement superficiel. Par contre, on a profité pour faire une ponction articulaire et pour garder ce liquide en culture. Ce liquide articulaire doit être gardé
14 jours en culture pour exclure l'infection. Et pourquoi 14 jours? Parce que vous voyez qu'il y a un certain nombre de bactéries à croissance lente qui poussent tardivement, et si vous ne prévenez pas le microbiologiste que c'est du liquide articulaire et qu'il le garde que 2 jours, voici la fenêtre que vous avez, et on peut conclure donc à tort qu'il n'y a pas d'infection, alors que la patiente a réellement une infection de prothèse. D'où l'importance de prévenir également le microbiologiste. Nous avons donc mis en culture ce liquide articulaire qui est resté stérile, et la patiente a bien évolué, donc ce n'était bien qu'une ISO superficielle, mais il fallait se donner les moyens d'exclure l'infection profonde. Un deuxième cas clinique, c'est pas une situation complexe, l'infection de prothèse simple comme ceci, une patiente de 71 ans, pose de PTH gauche, voici son aspect clinique en bas à droite, à 2 semaines de la pose de l'implant. Cette fois-ci, on a des signes cliniques de certitude de l'infection, avec donc une indication d'arthrotomie, synovectomie, lavage. On va parler d'antibiothérapie probabiliste. Là, on est certain que c'est infecté, puisque le chirurgien nous décrit également une communication avec l'articulation. Le problème, c'est que vous voyez, on a toutes ces bactéries qui peuvent être en cause, y compris des bactéries résistantes aux antibiotiques. Donc, on va partir sur l'antibiothérapie probabiliste large spectre, malheureusement. Et là, on peut avoir à gagner également dans la rapidité du diagnostic microbiologiste, parce que si, en fait, on ne prescrit pas cette antibiothérapie large spectre et qu'on ne prescrit pas d'antibiotiques adaptés, ça impacte le pronostic de ce patient. Nous avons isolé donc un Staphylococcus aureus chez cette patiente, et c'est très important de bien documenter l'infection, parce qu'une infection non documentée, parce que les prélèvements ont été par exemple négativés par une antibiotique que le patient a reçu avant, impacte le pronostic également. Et ensuite, on va choisir le meilleur traitement antibiotique dans cette situation précise, et il y a clairement une association qui est meilleure que les autres, et si le patient n'a pas cette association dans cette situation clinique, le pronostic est impacté, et là aussi, la durée est importante. C'est une durée, malheureusement, assez prolongée. Donc, pour toutes les situations douteuses, on a mis en place en fait des visios RCP dans notre interrégion, tous les lundis soirs à 17h30, où on propose à nos collègues de discuter des dossiers. Et évidemment, cette expertise de centre de référence nous permet de recruter les patients les plus compliqués. Ici, c'est le lieu d'habitation des patients qui sont pris en charge dans notre centre à Lyon. Et vous voyez qu'on avait une activité de CHU avant avec 150 patients en 2012 infectés par an. Et le fait de concentrer les patients plus compliqués fait qu'on discute de 1000 dossiers par an. Et bien sûr, pour ça, il faut avoir de la disponibilité. Et donc, on a développé tout un tas de moyens de faire des RCP. Vous avez accès au calendrier de ces RCP sur notre site web, Visio RCP, mais aussi RCP en présentiel avec mes collègues chirurgiens. Donc, c'est un réel investissement. On a vu que toutes ces missions, ces expériences sont variables. En fait, notre projet, c'est aussi de former des chirurgiens à l'infection, mais aussi des infectiologues, des microbiologistes, pour que lorsqu'ils seront en fait dans des centres hospitaliers généraux ou dans des structures privées, ils aient pu acquérir cette philosophie de prise en charge multidisciplinaire, et qu'ils puissent nous présenter a posteriori des patients les plus compliqués en visio RCP. Et donc, cette prise en charge multidisciplinaire permet d'optimiser le traitement, mais en fait, on n'est pas à 100% de guérison, loin de là. Et les années à venir vont être passionnantes dans le domaine des infections articulaires, parce qu'on a énormément d'innovations à évaluer. On a des nouveaux ciments aux antibiotiques, des substituts osseux à la gentamicine qui sont intéressants dans l'ostéomyélite chronique, des nouveaux antibiotiques à visée antibiofilm, des lysines de bactériophages, et aussi la phagothérapie, les bactériophages, qui sont possiblement une option pour augmenter le pourcentage de chances de guérison de nos patients, ou pour nous sauver de certaines situations difficiles. Donc, on a publié un certain nombre de situations de patients. Vous avez ici 10 millions de particules virales dans ce liquide parfaitement clair, qui sont injectées dans le genou de ce patient qui a une infection de prothèse à staphylocoque. Ce sont des virus spécifiques qui infectent spécifiquement le staphylocoque de ce patient, qui ont aussi une activité antibiofilm. Et notre projet est de développer la phagothérapie pour ces situations difficiles, pour augmenter les chances de succès.
Donc, en conclusion, il faut connaître les différents cas nosologiques des ISO superficielles, ISO profondes, et notamment savoir évoquer les infections sur implant, puisque les bactéries ont la capacité de produire du biofilm et ça impacte le pronostic de ces patients. Le modèle d'ECRIWAC est un modèle vraiment intéressant de prise en charge multidisciplinaire qui existe depuis plus de 10 ans, et je pense que ce modèle de prise en charge multidisciplinaire est adaptable à toute chirurgie, notamment lorsque les chirurgiens utilisent des implants. Et je pense que pour un chirurgien, c'est important, c'est construire son réseau, savoir avec quel microbiologiste il travaille, savoir qui peut déranger ce microbiologiste pour lui expliquer le contexte clinique. Il doit interagir avec l'infectiologue pour déterminer les meilleures stratégies. Et ensemble, je pense que si on discute de ces stratégies, on a beaucoup à partager et à échanger sur ces situations. Ma thématique principale de recherche est de promouvoir des thérapies innovantes pour augmenter la probabilité de succès. Alors, c'est augmenter la probabilité d'éradiquer l'infection, mais aussi permettre à des patients de conserver leur fonction, ce qui est également un point majeur en orthopédie. Et c'est pour ça qu'on a le projet de développer la phagothérapie à Lyon. Ça, c'est tous mes collègues qui participent à notre groupe. On a plein de détails sur tout ce qu'on fait sur notre site web. Et j'en profite pour faire de la pub pour le Congrès national des CRIWAC qui aura lieu à Lyon les 21 et 22 octobre. Donc, ça concerne bien sûr la chirurgie orthopédique, mais aussi il y aura tout un versant de phagothérapie qui sera évoqué. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Un grand merci, Tristan. C'était très clair. On voit bien que tu es passionné par le sujet, que tu fais plein de choses. Et je crois que tu as mis en valeur, en exergue, la valeur de la multidisciplinarité. Hein. Le modèle écrivain, comme tu dis, est très abouti, mais applicable à n'importe quelle chirurgie, à minima, bien sûr, quand ce n'est pas formalisé. Et je crois que tu as démontré également, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas été assez explicite dans nos topos, l'importance du bon diagnostic. Il n'y a pas de bon usage des antibiotiques sans un diagnostic adéquat. C'est vraiment la première étape avant de bien prescrire. Donc maintenant, je passe la parole à tout le monde. Donc, si vous avez des questions, comme disait Pierre, soit le chat, soit vous levez la main pour poser vos questions. Oui, bon, je vous remercie beaucoup parce que effectivement, on voit bien que c'est très multidisciplinaire et puis que peut-être le plus difficile, c'est de faire le bon diagnostic. Et votre expertise doit compter énormément parce que j'imagine que nos collègues chirurgiens orthopédistes, ils n'ont pas des infections sur prothèse tous les jours quand même. Hein. Et donc, ils sont dans une situation déjà un peu sur la défensive et peut-être que c'est votre expertise qui permet aussi d'avancer dans les bons process. Oui, je crois que c'est aussi l'échange, c'est-à-dire que maintenant je suis beaucoup appelé aussi sur des situations simples et en amont. Et en fait, ce qui est important, je pense, dans la multidisciplinarité, c'est pas seulement considérer que c'est multidisciplinaire une fois qu'il y a l'infection à J15 de la réalisation du traitement chirurgical et des prélèvements. La multidisciplinarité, elle peut avoir lieu aussi en amont pour discuter des stratégies diagnostiques et thérapeutiques. Et en fait, les équipes mobiles en antibiothérapie qui vont se développer dans les différents établissements hospitaliers sont aussi là, possiblement, je pense, pour interagir avec toutes les disciplines chirurgicales aussi en amont de la prise en charge chirurgicale. Mais ça nécessite beaucoup de temps, d'investissement et ça nécessite aussi que les hommes et les femmes apprennent à se connaître et à travailler ensemble. Je pense effectivement que dès qu'il y a la suspicion de l'infection, de pouvoir interagir tôt, en fait, c'est extrêmement enrichissant pour les deux parties. J'ai beaucoup appris en chirurgie grâce à mes collègues et nos jeunes chirurgiens qui participent à nos RCP sont extrêmement sensibles à l'antibiothérapie et à la gestion de l'infection. Et je crois que c'est aussi une philosophie commune, je pense qu'on doit avoir dans le cadre de la prise en charge de l'infection en chirurgie de manière plus générale. Oui, si je peux témoigner, oui. Je l'ai fait dans plein de services avec plein de chirurgiens différents et il y a une période d'adoption, on va dire. C'est ça, mutuelle. Mutuelle, tout à fait. Et après, c'est vraiment hyper enrichissant et c'est bénéfique pour les patients et on y prend vraiment plaisir. Et on découvre un nouveau monde parce qu'on a chacun des perspectives différentes. Et il faut être ouvert. Moi, je fais que promouvoir aussi le fait que les infectiologues doivent aussi aller au bloc pour voir ce qui se passe, les microbiologistes aussi, pour se rendre compte aussi ce que c'est. Et ça facilite grandement les échanges. Il y a d'autres questions?
C'est le grand intérêt des RCP d'apprendre des uns des autres. Quel que soit le thème de la RCP, on apprend toujours des uns des autres sur les sujets qui évoluent. Oui, absolument. Et si je peux me permettre juste un petit commentaire sur ce que vous avez dit tout à l'heure, je pense qu'il faut absolument, sur l'antibiothérapie en général et les nouveaux antibiotiques, je pense qu'il faut absolument promouvoir auprès des industriels les nouveaux antibiotiques et faciliter la recherche sur les nouveaux antibiotiques. Alors, on réinvente un petit peu la roue parce qu'on se dit on va trouver des nouveaux antibiotiques et puis les bactéries vont devenir résistantes. Mais si les industriels n'avaient pas sorti il y a 2-3 ans les nouveaux antibiotiques qu'on a à disposition, on serait pour beaucoup de patients dans des impasses thérapeutiques totales. Donc, à la fois, il faut avoir des nouveaux antibiotiques et à la fois, il faut prendre conscience que l'antibiorésistance, c'est un énorme tsunami avec une vague énorme sur 20-30 ans qui est partie. Et cette vague, on va se la prendre, hein, et on n'est qu'au tout début de cette vague. Et donc, il faut absolument aussi imaginer des thérapies complémentaires de l'antibiothérapie. Les phages en font partie. Ils peuvent aider dans certaines situations, je pense peut-être à réduire l'antibiothérapie ou à augmenter les chances de succès. Et avec la phagothérapie, je pense que les pharmacies hospitalières ont la capacité aussi de pouvoir se réapproprier cette thérapie extrêmement intéressante et utile. Pourquoi la phagothérapie ne fait en quelque sorte que commencer à être utilisée alors que c'est un traitement qui était connu d'assez longue date en fait? Oui, donc c'était connu d'avant les antibiotiques. Simplement, comme toute thérapie, il faut pouvoir l'évaluer. Donc il faut connaître les bonnes indications, il faut l'avoir à disposition des produits administrables à l'homme, ce qui n'est pas complètement facile. Donc il faut disposer d'une production de bactériophages purifiés selon les normes de nos autorités sanitaires. Et il faut connaître les indications pertinentes des non pertinentes. Donc j'ai clairement en tête des indications qui ne sont pas des bonnes indications de phagothérapie. Et ensuite, il faut tout qu'on réapprenne, en sachant qu'il y a beaucoup d'éléments dans l'histoire qui nous aident, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'éléments que je redécouvre, qui ont été découverts lorsque nos maîtres, avant l'ère de l'antibiothérapie, avaient imaginé avec les phages. C'est quelque chose qu'on peut réutiliser de manière absolument moderne et complémentaire, je pense, dans les années à venir.